Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La rivière. Nous roulons sur la piste principale, laissant derrière nous le campement du buffle noir. Je voulais tant voir la brousse en cette saison, les hautes herbes, la nuit dans la lumière blafarde des phares. J'aime tellement ce moment, ces impressions. On s'attend à ce qu'un lion surgisse des herbes à travers la piste de terre orange. J'avais envie de marcher à travers la brousse, ne voyant pas au-delà des hautes herbes juste devant moi, de les sentir sur ma peau, de tendre la main sur elles, de les voir ployer sous mes pas, imaginant qu'à tout moment un animal pourrait apparaître. La brousse. Me sentir vivre. Sentir l'Afrique là tout autour. Entendre les herbes bruire sous le vent, tendre l'oreille, attentif au moindre son, rester immobile et me faire oublier jusqu'à ce qu'un oiseau se pose à côté, qu'un lièvre passe en courant à quelques mètres. Me fondre ici, loin de tout. Mais alors que nous étions arrivés ici, et que j'aurais pu le réaliser, tout a basculé. Ce moment de communion avec l'Afrique, avec la nature, avec la vie, lui a fait tout oublier. Oublier que le danger se cache derrière chaque pierre, que l'eau apparemment si calme est plus forte que nous. Cette nature l'a happé. Comme si elle l'avait entendu. Ou alors pour lui montrer, pour nous montrer qu'elle n'est pas que positive, qu'elle recèle des forces et une puissance que nous ignorons. Ou alors il n'y a rien, rien que le courant qui nous tire, sans pensée, sans volonté, imperturbable et indifférent à ce que nous pouvons être. Comme pour nous rappeler que notre bonté ne peut influer la nature. Et nous quittons ce parc en le laissant derrière nous. Combien de fois ai-je pensé que je pouvais avoir un accident sur une piste, que je devrais être transporté blessé pendant des heures sur un banc de bois dans un taxi brousse, pendant des heures sur de la tôle ondulée, arrivant paralysé. Que mes parents seraient avertis, et devraient venir jusqu'à moi. Mon père en a l'habitude, de ces chemins perdus, mais cela ne diminuerait pas sa douleur. Combien de fois me suis-je dit que je pouvais tomber d'une barque, que mon bateau pouvait chavirer, le Dieu là l'a bien fait, et alors qu'il était plein je l'ai bien pris, que l'on pouvait me balancer par-dessus bord, et que nul ne saurait où j'étais et quand bien même on retrouverait ma trace, retrouverait-on mon corps? Saurait-on jamais ce qui se serait passé? Et quand bien même, cela n'aurait pas rendu leur fils à mes parents. Et en même temps ils savaient que c'était ma volonté, un appel du plus profond de moi, et ils ne m'en empêchaient pas. Va mon fils, va sur le chemin, fais ta route, découvre le monde, mais sois prudent. Et là, à 1 minute près, je serais descendu dans la rivière, là à cet endroit, euphorique. Que m'importe la bilharziose tant que je sens de nouveau l'Afrique envelopper mon corps, sentir l'eau sur ma peau, la sentir couler dans mes veines une fois encore et encore. Et avant même que je la sente, à peine serais-je descendu que le courant m'aurait happé avant lui. Et c'est lui qui se serait trouvé dans ma situation, c'est lui qui aurait tenté de me sauver. Aurait-il tenté? Était-il mieux placé? Il était déjà dans la rivière, et ses bras étaient plus forts que les miens. Ou me voyant aurait-il pris peur comme moi, et ma mort l'aurait sauvé? Et c'est lui qui aurait été à ma place en ce moment, quittant le camp en me laissant disparu. Tout s'est joué à quelques secondes. Quand mon esprit a quitté ses pensées, et que j'ai regardé de nouveau la rivière, je l'ai vu lui se débattant dans le courant. L'enquête. Depuis 2 ans, j'ai rejoint une ONG de solidarité internationale comme volontaire sur le terrain puis bénévole en France. Après une première expérience enthousiasmante au Zimbabwe en soutien à une association de sauvegarde des rhinocéros, j'ai recensé la faune et formé en communication les guides du parc de la Benue au Cameroun, avant de retourner au Zimbabwe sur le programme de monitoring des rhinocéros noirs. 2 mois plus tard, le président fondateur m'a proposé de poser ma candidature au conseil d'administration qui venait de décider d'intégrer d'anciens volontaires en son sein. Je me retrouve ainsi élu au CA et au bureau. J'y rencontre des personnalités du monde humanitaire et je découvre plus en détail les problématiques de l'association. Le budget, les ressources humaines, les partenariats, la communication. À ce moment, après 3 missions grisantes orientées sur la préservation de la biodiversité au cœur de l'Afrique, je voudrais repartir sur le terrain en étant davantage en contact avec les hommes, confrontés à leurs problématiques de développement et contribuer autant que possible à l'amélioration de leurs conditions de vie. Or par sa nature,
une mission semble tout à fait correspondre à mes aspirations et aller on ne peut plus près des populations locales. Il s'agit d'une enquête socio-économique, dans les villages riverains du parc national de la Benoué au nord Cameroun. Lancée en 2008 par le conservateur du parc chargé notamment de réviser le plan d'aménagement et de gestion du parc et de sa zone périphérique, avec l'aide des volontaires de l'ONG, cette étude doit définir avec les villageois des projets qui seront menés par eux-mêmes en concertation et avec le soutien du parc. De plus, je suis déjà intervenu dans cette région l'an dernier. J'ai apprécié les contacts humains, discuté avec le conservateur, et été très intéressé par la lecture des rapports de mission de volontaires et les discussions avec certains d'entre eux. Cette mission me titille donc de plus en plus l'esprit depuis plus d'1 an. Et quand en septembre, j'apprends qu'il ne reste plus qu'un seul village à recenser, je postule aussitôt. Nous formerons une équipe de 3 volontaires sur le terrain avec Laetitia que j'ai rencontrée lors de la formation préalable au départ, et Claudiou que je retrouverai à Yaoundé. Le matin du 8 décembre 2012, lorsque j'émerge du sommeil, j'éprouve une sensation de bien-être dans mon lit, rare depuis 1 mois à geler la nuit et mal dormir à cause des problèmes de chauffage. En ouvrant les fenêtres orientées vers l'est, je remarque l'absence de neige contrairement à hier matin sous un ciel gris et calme. Je rassemble très vite les affaires disséminées par-ci par-là, grâce à ma liste pour voyage, stable depuis plusieurs années. De plus, j'accède facilement aux objets dans le vaste sous-sol de ma nouvelle villa, contrairement à la petite cave saturée de mon précédent appartement parisien. En vérifiant que la caméra fonctionne, je constate que je n'ai rien filmé depuis l'avion de retour du Costa Rica le 4 mars 2012. Ni ces moments d'inquiétude et d'espérance au printemps 2012, ni ma recherche de pavillon, ni dans ma nouvelle maison de Gif, ni avec mon ami. Je tourne rapidement une séquence dans les pièces, mais sans trop cadrer ni ouvrir toutes les persiennes. Je repasse quelques vêtements. Les problèmes avec mon ami m'occupent l'esprit, mais quand je me concentre sur mes objets à regrouper, je n'y pense plus. Il fait 12 degrés Celsius dans la cave. Je me lave, je prends la nourriture restante et je sors. Après 1 mois ici à Gif, je pars pour 1 mois de voyage. En marchant, j'apprécie la température douce et le calme. Debout sur le quai de la gare, j'envoie un texto à Simona, le premier depuis plus d'1 mois. J'écris ensuite à ma sœur pendant le trajet en RER jusqu'à Antony, où je prends l'Orlyval. Ces dernières années, je prenais l'avion presque exclusivement de Roissy. Je pense à des mots plus apaisés pour mon ami. Arrivé à Orly-Sud, je m'enregistre en 2 minutes pour Yaoundé au comptoir du vol de la rame pour Casablanca. Pendant 10 ans, je prenais souvent l'avion d'ici pour Tunis et Alger. Cela remonte à plus de 25 ans. Depuis le hall supérieur, je revois des avions d'Air Algérie stationnés sur le tarmac. Dans la file d'attente pour passer les rayons X, je commence à rédiger un mail pour mon ami. Des passagers embarquent sur un vol Corsair pour Punta Cana. Cela me rappelle notre voyage en République dominicaine, Simona et moi. Assis près d'un hublot à droite du Boeing 737-800 de la Royal Air Maroc, je continue de rédiger mon message. Les idées et les mots me viennent facilement, sans répétition et je le lui envoie peu avant le décollage. Nous perçons la couche de nuages et le soleil apparaît sur la droite, orange alors qu'il est moins de 17 heures. Je lis des journaux marocains avant d'apaiser partiellement ma faim à l'aide du léger plateau repas. La nuit tombe. Au sol, des grappes de lumière isolées les unes des autres forment comme des îles. Où sommes-nous? Est-ce l'Espagne? Ont-ils cessé d'éclairer les routes à cause de la crise? Tiens, voici une côte. Et ceci, est-ce le rocher de Gibraltar? La forme correspond, mais le rocher et la baie semblent plus petits que dans mon souvenir. Je prends quelques photos de ce site éclairé, mais le résultat est décevant. Tiens, à gauche cette forme ressemble au rocher de Ceuta. C'est donc bien le détroit de Gibraltar. Je l'ai survolé en février 1994 et traversé 7 fois en ferry-boat, entre 1981 et 1997. Maintenant nous survolons le Maroc. Épuisé et des picotements aux yeux, je m'endors. Le choc de l'atterrissage me réveille. Casablanca. Me voici de nouveau en Afrique. Fatigué cette fois. Le manque de vacances depuis août, la tension du déménagement, l'impact psychologique du changement de lieu de vie,
L'intensité puis la dégradation de ma relation avec mon ami, les longs trajets, le froid dû aux problèmes de chauffage à GIF, le manque de sommeil, tout cela s'est accumulé. 19h30 heure locale, je me retrouve dans le grand hall regroupant les salles d'embarquement pour de nombreux vols vers l'Afrique dont plusieurs avec escale. J'avale une tomate et du fromage avant d'embarquer dans le Boeing 737-800 de la RAM. En remontant l'allée entre les sièges, je vois Laetitia installée près de l'issue de secours. Nos visages s'illuminent d'un sourire et nous échangeons quelques mots. Beaucoup de passagers et de bagages remplissent la cabine. Plus il me semble que sur le vol direct d'Air France pris l'an dernier. Tous ces gens debout en train de s'agiter accentuent la sensation de claustrophobie. Nous voici déjà dans la cohue africaine. Je m'assois entre une grosse femme à gauche et un jeune noir cool à droite dont le pull me pique. Elle lit un livre en anglais sur les sacrifices bibliques. C'est moi le juif descendant de cette lignée et je m'en détache. Et elle naît dans les profondeurs de l'Afrique à qui on a prêché la bonne parole, elle s'y intéresse. Je regarde un documentaire sur le festival du film de Marrakech. Le son est coupé mais les nombreuses belles femmes qui apparaissent attirent mon regard. Après le repas comprenant du poisson, je succombe à la fatigue et m'endors. À mon réveil, nous avons déjà traversé le Sahara et survolons le Nigeria. À l'escale de Douala, beaucoup de gens descendent, ce qui éclaircit la cabine. Les stewards vérifient l'appartenance des affaires restées dans les porte-bagages. Changement d'équipage puis des passagers montent. Un homme enregistré pour Yaoundé étant descendu à Douala, ils ont cherché son bagage dans la soute. Ces vols avec escale sont propices à un attentat. À peine avons-nous RAID accent aigu COLL accent aigu pour 30 minutes de vol que je me rendors, et ne suis réveillé que par l'atterrissage à Yaoundé. M'y voici pour la deuxième fois. 20 degrés Celsius des petites guérites de police, c'est l'Afrique noire. Je ne reconnais pas la salle où j'étais arrivé en 2011. Il est 4h55 du matin. Je bavarde un peu avec Laetitia. Ayant pris son train à Nantes ce matin à 6h40, elle devrait être encore plus fatiguée que moi. Nous prenons nos sacs et sortons de l'aérogare. Je reconnais alors Guy Michel venu nous chercher parmi les gens qui attendent. Je l'avais quitté ici le 9 avril 2011, lorsqu'il m'avait reconduit pour prendre mon avion pour quitter le Cameroun. Sur le parking, en pleine nuit, je me sens de nouveau en Afrique, comme en mars 2011. Pour Laetitia, c'est son premier voyage en Afrique noire. Nous prenons place dans le taxi jaune de Guy, et empruntons une route déserte dont les abords sont parfois nimbés de brouillard, croisant quelques hommes courant au bord du goudron. L'aube se lève à notre entrée dans les faubourgs. Quelles sont les impressions de Laetitia ? Nous arrivons au CEP, le service œcuménique pour la paix, un bâtiment de 2 étages où j'avais logé en 2011. Guy m'emmène jusqu'à une chambre au bout du couloir. J'entre et vois Georges Astérisque, l'un des autres volontaires, allongé sur l'un des 2 lits. Je me lave les mains et m'allonge en slip et tricot sur le lit, à 6h du matin. Fatigué, je m'endors rapidement. Comme je ressens le froid, j'étends le pull et la polaire sur moi. Quand Georges me réveille, il est déjà 9h et je n'ai pas le temps de me doucher, mais de toute façon il n'y a pas d'eau. Je retrouve René de la délégation camerounaise de l'ONG et les autres volontaires dans le hall de l'étage. Patricia, Evelyne, Karen, Albertine, Paul et Georges de la mission préservation de la faune et formation en communication des guides du parc de la Bénoué, et Claudiou qui part avec Laetitia et moi en mission d'enquête socio-économique au village de Gamba. René nous donne les francs CFA que nous avons demandés en échange de nos euros, puis il nous décrit brièvement le Cameroun. Ensuite nous descendons et longeons une salle du rez-de-chaussée où des fidèles entonnent des chants religieux en regardant un film sous-titré comme au karaoké, avant de grimper dans les 3 taxis jaunes qui nous conduisent au même resto qu'en 2011 pour notre petit déjeuner. Je mange un avocat et bois du Nescafé, en entamant une discussion avec René au sujet de la forêt. Il a réalisé son étude de DESS au parc de Boumbabek près de Yokadouma, sur l'interaction entre les populations et leur environnement. Il aimerait voir les photos que j'ai prises dans la forêt l'an dernier. Après cette collation matinale, nous circulons en ville. Je sens la chaleur. Nous passons dans le quartier des ministères dont je reconnais les bâtiments, puis devant le siège de la BEAC que mon ex-collègue camerounaise Estelle a intégré en septembre, avant d'atteindre la gare juste en contrebas.
Nous bavardons en attendant Guy Michel parti acheter nos billets de train. Claudiu est arrivé au Cameroun avant nous. Il en a profité pour passer quelques jours à Limbe. Franco-roumain vivant à Annecy, il a déjà effectué 3 missions, formation bureautique, site internet et enquête socio-économique, toutes à la Bénoué. Laetitia se trouve donc dans un groupe aguerri. Guy revient avec nos billets de couchette de première classe à 25 000 CFA. Et c'est reparti pour un tour en ville, que j'apprécie moyennement vu que les rues et les bâtiments se ressemblent. Nous prenons la route du mont FE accent aigu BE accent aigu, où nous faisons une pause pour contempler la ville qui s'étend en contrebas, et marcher un peu jusqu'à un lieu de pèlerinage constitué d'une statuette de la Vierge enchâssée dans un rocher. Pour redescendre, nous empruntons des marches jonchées de la cire fondue des cierges des pèlerins. Nous reprenons l'auto et retournons en ville. Arrivés dans le quartier musulman, nous savourons des brochettes bien chaudes de bœuf et de foie à un étal. Puis de nouveau dans l'auto, à traverser des rues qui se ressemblent toutes et ne présentent pas un intérêt particulier. Cela ne me donne pas envie de vivre ici. Les grandes villes disposent de services, mais elles sont plus fatigantes, bruyantes, polluées que les petites villes. De retour au restaurant du matin à 14h50, nous attendons en discutant. Puis une femme nous apporte un grand plat contenant un poulet DG avec des plantains et quelques haricots verts, moins savoureux que celui dégusté à la fin de ma mission en 2011, du bœuf en sauce avec des légumes, du riz et des patates sautées. Nous nous passons les plats et les accompagnons de bière. Revenu au cep, je me douche puis ne m'essuie que le bassin, le reste séchant en quelques minutes. Allongé, je tape ces dernières heures sur mon ordinateur. C'est la première fois que je procède ainsi en voyage. D'habitude je rédige mon journal sur des cahiers. Georges a déjà effectué une mission de soutien scolaire au nord du Bénin. Il voulait en faire une à Madagascar et aussi celle d'enquête. Il la finance lui-même. Il a passé un mois au Cap et était récemment en Égypte pour son travail. Vers 17h15, sous une lumière orangée, nous nous répartissons dans les 3 taxis, signons de nouveau à travers la ville et rejoignons la gare ferroviaire où notre train est à quai. Pendant que nous nous installons dans nos compartiments, je revois la même scène ici en mars 2011. Cette fois nous sommes 9 et je connais le trajet. Les 4 hommes dans un compartiment, 4 filles dans le compartiment adjacent et la 5e dans le wagon suivant. Le train a emmagasiné la chaleur, alors que l'air circule dehors. Départ à 18h05. En route vers la brousse, la nature, le nord. Je m'allonge sur le drap de ma couchette basse. Cela me repose et je m'endors. On me réveille pour passer la commande du dîner à une serveuse. Je songe au train qui m'emmenait vers la Méditerranée. Je pensais que j'allais la retrouver, que j'avais des possibilités, et j'étais décidé à tenter ma chance. Et au retour j'étais avec elle, une liaison commencée, nous tenant la main. Je revois diverses étapes, pensées, possibilités envisagées ces derniers mois, le chemin suivi. Le train s'arrête à plusieurs reprises et des vendeurs proposent de la nourriture. Claudiu en profite pour acheter 3 ananas pour 1000 CFA. Il lit Marc Aurèle. Je tape cet après-midi puis la journée d'hier. Beaucoup de secousses, mais je réussis à taper sur l'ordinateur alors que ce serait impossible d'écrire. Le train est rapide mais les secousses sont trop fréquentes, même pour dormir. Vers 20h40, mes 3 camarades et moi allons dîner dans le wagon-restaurant. Un poste de TV est accroché à chacune de ses extrémités, où passe Mission Impossible avec Tom Cruise. Je prends du Capitaine Free comme l'an dernier, accompagné d'une sorte d'épinard. Je mange tout, contrairement à mes compagnons. En bavardant, Claudiu m'apprend qu'il est architecte informatique dans une grande boîte de conseil et qu'il travaille sur la refonte du système informatique du Crédit Agricole. Mon ami Laurent, consultant, avait participé à ce projet en caisse régionale du Crédit Agricole. Selon Claudiu, c'est le plus gros chantier informatique actuel. Mais il cherche autre chose maintenant, qui lui correspond plus. J'ai hésité à prendre la Malaronne car je pense que c'est inutile s'il n'y a pas de moustiques, mais finalement je commence le traitement. Si je ne trouve pas de moustiques, je pourrais toujours l'interrompre. Tout au long de notre discussion, Tom Cruise n'en finit pas de bondir, d'échapper à une pluie de balles et à des assauts d'hélicoptères. Nous retournons à notre compartiment. Allongé sur la couchette du bas à droite, en slip et tricot sur le drap, je m'endors.
L'air se rafraîchit et je me couvre avec le plaid bleu de la rame. Beaucoup de secousses. Le système de freinage est-il défectueux ou le chauffeur brutal? La clarté du jour rentre dans le compartiment. Je me lève et sors dans le couloir. Je découvre une belle lumière matinale orangée sur la brousse du nord. Je préfère ce paysage et cette végétation à celle de Yaoundé. J'aime le milieu tropical mais Yaoundé et Bolova, Kribi, sont habités et modifiés par l'homme, ce n'est pas la forêt primaire dense de Mbalam. Les cases rectangulaires et rondes en briques de terre rouge et toit de paille. C'est Bawa le dernier arrêt avant Ngaoundéré. Vers 7h30, nous arrivons à Ngaoundéré. Sympa et coloré, je retrouve les images et les lieux. Sur le quai, je croise un Français qui était juste à côté de moi dans la file d'attente à Orly. Nous nous faisons un signe de la main. Je marche en tête de notre groupe et reconnais Yaya venu à notre rencontre sur le quai. Nous nous serrons longuement la main. Il nous salue tous et reconnaît aussi Claudio. Nous patientons quelques minutes dans la salle d'attente où j'avais quitté Yaya en mars 2011. J'en profite pour me rafraîchir le visage au lavabo des toilettes. Comme nous sommes 9 volontaires, Yaya a affrété cette fois un bus qui est bien spacieux avec ses 6 rangées de 5 sièges. En traversant la ville, je reconnais des façades colorées. Nous entrons dans un corps de bâtiment neuf et vide près du resto, où nous avions pris notre petit déjeuner en 2011. Les serveurs installent des tables et des chaises. Le jeune qui prend notre commande ne nous propose pas tous les plats tout de suite. Nous modifions notre choix et il ne note rien. Comment va-t-il s'en souvenir? Il nous apporte des assiettes garnies au fur et à mesure, mais sans couvert ni pain ni verre pour tout le monde, donc nous continuons d'attendre. Et il nous sert des plats de tripes, que nous n'avons pas commandés. Cela me rappelle une scène amusante dans un restaurant de Nouakchott après notre traversée du Sahara, en 1997. Je savoure de la viande goûteuse revenue dans une sauce huilée et de l'avocat, et avale un Nescafé. Je parle plutôt avec Evelyne qui s'intéresse à moi, me pose des questions et rigole souvent. Diplômée d'une école de commerce, elle travaille au front, IE, au département financement d'une banque. As-tu pensé travailler à l'étranger? Oui, mais c'est difficilement compatible avec la vie personnelle, et maintenant je suis avec quelqu'un. Me précise-t-elle ceci parce qu'elle pense que je la drague, et veut me dissuader de continuer? Attend-elle que je lui précise ma situation? Je comprends. J'ai souvent pensé travailler à l'étranger car j'ai vécu 10 ans au Maghreb. Mais ensuite on prend un chemin, la vie personnelle complique ses choix. Maintenant avec mon activité au sein de l'ONG, je pense pouvoir concilier vie professionnelle et engagement humanitaire international. Es-tu avec quelqu'un? Je m'intéresse peut-être trop, dit-elle aussitôt pour se rattraper. Je suis célibataire actuellement. Je leur raconte quelques histoires de corruption vécues au Sahel et au Cameroun. Nous remontons dans le bus et quittons la ville plus tôt que l'an dernier. Parce que notre train était arrivé plus tard et que Yaya avait préféré que nous attendions à Ngaoundéré pour y manger, plutôt que d'arriver trop tard à Sakdjé, nous nous arrêtons à la sortie de la ville pour que Yaya achète des avocats, des ananas et des régimes de bananes à des vendeuses. Nous reprenons la route vers 10h30. Le goudron est en bon état, très rarement troué. Cette région doit ressembler au nord de la Centrafrique, au sud du Tchad, au sud-Soudan. Je pense aussi au sud de l'Éthiopie où j'étais, situé sur la même latitude. Nous atteignons le parc de la Benoué au bout d'environ 2 heures, et le longeons sur notre droite. Puis Claudio nous indique le village de Gamba où nous allons enquêter. 9 kilomètres plus loin, nous passons entre l'entrée principale du parc sur notre droite et le village de Banda sur notre gauche. Encore 16 kilomètres et nous arrivons à Sakdjé. Je reconnais de loin l'école située à l'entrée sud du village, où j'avais assisté l'an dernier à la cérémonie de fin de mission de soutien scolaire de mes 2 camarades. Nous déposons nos affaires dans la maison que l'ONG loue pour héberger les volontaires, à côté de l'école. J'y étais venu l'an dernier pour notre sortie hebdomadaire. Elle comprend un salon, un vestibule et 2 chambres. À l'extérieur, 2 cases en parpaing recouvertes de tôle ondulée font office de douche et de toilette. Un simple trou au milieu d'une dalle de ciment posée au-dessus d'une fosse. Je m'y soulage. Vers 14h, des enfants s'arrêtent sur le chemin et observent notre groupe.
Puis Laetitia sort un ballon gonflable, ils se mettent en cercle devant la maison et ils commencent à jouer. Les uns le projettent en l'air, les autres essayent de le renvoyer. Mais rapidement, les enfants se ruent vers lui de plus en plus excités. Et pour accentuer la confusion, un deuxième ballon apparaît. Leur euphorie est amusante. Ce moment ne dure que quelques minutes, les enfants s'éloignent, mais sa gaieté nous accompagne le reste de l'après-midi. Nous bavardons en attendant le repas. Je leur raconte que l'an dernier nous avions mangé presque tous les jours la même chose. Du bœuf sauce tomate le midi et du poulet sauce tomate le soir. C'était bon et copieux mais tellement répétitif que j'en étais écœurée rien qu'à y penser. Alors quand Yaya nous apporte le déjeuner et que nous découvrons du bœuf à la sauce tomate avec des nouilles, il rigole de constater que le menu est exactement celui que je leur avais annoncé. Pour le dessert, Yaya nous sert d'énormes morceaux de pastèque. Une fois le ventre plein, nous allons faire un tour. Nous longeons la route qui traverse le village. Le calme tranche avec l'animation du jour du marché. Arrivé devant un étal, Yaya nous fait goûter de la bière de mil traditionnelle dans une calebasse. J'en avais bu à Jinka et Chansha au sud de l'Éthiopie. Revenus sur nos pas, nous constatons que le bar installé dans une concession est fermé, aussi nous retournons à la maison. Je montre des photos de mes voyages en Afrique à Yaya d'abord puis aux autres. Je lui en avais montré certaines la dernière fois, et il se rappelle de la femme Bana de Kiafar, de la calebasse qu'elle m'a donnée, de mon projet d'aller dans la forêt du Sud Cameroun voir les pygmées Baka. Je suis agréablement surpris par une si bonne mémoire. Romario arrive. Salutations, sourire. Il a tardé parce qu'il devait réparer une pièce du 4x4. Je m'installe dans la même chambre que Claudiu, Laetitia dans l'autre, et Yaya prend la banquette dans le vestibule. Il nous aide à installer nos moustiquaires. Pendant que Romario charge les bagages des 6 autres volontaires dans leur 4x4, je leur demande. Vous êtes déjà allés dans un parc ? En Amazonie, répond Evelyne. Au Luenga, au Gabon, ajoute Karen. Ils embarquent sur le pick-up double cabine et partent vers le parc vers 17h30. Je me rase dehors avec mon petit miroir de Lalibela, suspendu à l'extrémité d'une branche. Puis je me douche dans l'obscurité en plongeant un broc dans un grand seau d'eau et le versant sur moi. J'ai pris l'habitude de procéder ainsi lors de mon adolescence à Alger, dans les années 1980 où nous vivions au rythme des coupures d'eau, et j'ai continué en voyage. Un peu de clarté pénètre par le vide entre le chambranle et la porte branlante en tôle ondulée. Le contact de l'eau sur ma peau fait baisser ma température corporelle, et je suis plus détendue maintenant. Il n'y a pas d'électricité ici, sauf un peu de lumière le soir grâce à des batteries chargées dans la journée par des petits panneaux solaires. Je devrais donc recharger mes appareils, dont mon ordinateur a un vendeur d'électricité au village. Nous prenons notre dîner à la terrasse, du bœuf à la sauce tomate, accompagné de plantains sautés. On ne va pas manger ça tous les jours, dis-je à Yaya. Toujours, me répond-il imperturbable en cachant son amusement. Il y a peu d'ingrédients ici, et la cuisinière ne sait préparer que ce plat. Claudiu remarque qu'à Gamba et au parc, il avait mangé plus varié. Ma camarade Magali et moi n'en avions pas eu la chance. Parce que nous n'étions que 2 volontaires, et que le campement du Buffle Noir recevait à peine quelques visiteurs par jour, que le gérant du campement restait à Garoua avec le véhicule de fonction et que le jeune employé devait faire plus de 64 km de piste à mobilette pour le ravitaillement. Claudiu se lève pour ajuster la position de sa lampe frontale fixée à la fenêtre, afin qu'elle éclaire mieux notre table. Je l'ai utilisée en randonnée en Roumanie. Je profite de cette occasion pour orienter la discussion sur son pays, auquel j'ai pensé depuis que j'ai su son nom, à consonance typiquement roumaine. Où ? Je demande. Dans les Carpates. Dans quelle partie ? Les Carpates méridionales. Près de Brasov ? Au Moldovéanu. J'ai pris le tunnel en dessous, dis-je en m'y revoyant. Je suis né en Roumanie. Tu es parti avant ou après 1989 ? Après. À 18 ans. J'essaye d'imaginer l'âge qu'il avait à la chute de Ceausescu. On doit avoir à peu près le même âge. J'ai 33 ans, précise-t-il.
Je suis plus âgé que toi, mais on n'est pas si loin. J'en ai 38. Bon, ça va. Parce que l'an dernier, une volontaire qui avait 42 ans pensait que j'avais le même âge qu'elle. Et quand je lui ai dit mon âge, elle a dit que je ne les paraissais pas. Alors, tu connais la Roumanie ? J'ai vécu 11 ans avec une Roumaine. Donc j'y suis allé plusieurs fois. Nous buvons de la bière Castel, et finissons par de gros quartiers d'ananas apportés par Yaya. Nous nous asseyons sous la voûte céleste, pleine d'étoiles jusqu'à très bas dans le ciel. Claudio nous parle des problèmes ici, de l'enquête. Il considère que certains volontaires voient leur mission comme une parenthèse dorée, mais lui envisage son engagement sur le long terme, c'est pourquoi il revient une 4e fois. Vers 20h15, nous rejoignons un groupe d'enfants qui dansent et chantent à la lumière de lampes de poche, sous un manguier, au rythme de tambours frappés en cadence. Ils sont jeunes, entre 3 et 14 ans à mon avis, sans adultes pour les encadrer et ils dansent en rythme, disciplinés, endiablés, mais sans se disperser ni faire les zouaves. Nous bougeons à leur rythme sur place puis en rond comme eux. J'aime cette ambiance, ces instants. Cela me rappelle la Casamance. Nous pouvons vivre de tels moments dans un village, pas au parc qui est trop isolé. Je me sens un peu titubant. Pourtant il n'est que 21h. Comme il fait nuit et que je n'ai rien à faire, je m'allonge sur mon drap en soie sur mon lit sous la moustiquaire. Au début, j'ai chaud, puis je ressens la fraîcheur donc je me couvre avec la couverture de la rame. Mais elle est trop petite, j'ai froid aux bras, je devrais me couvrir plus et je me réveille souvent. Réveillé par le chant du coq, il fait encore nuit. Puis l'eau pointe. Je me lève et sors soulager ma vessie. Belle lumière matinale. Comme Yaya ne vient pas nous réveiller, inutile de me lever. Vu que nous avons peu de choses à faire aujourd'hui, autant dormir et aller au village plus tard. Je me rendors et me lève à 8h20. Mon ventre a gonflé pendant la nuit, et j'ai ma première diarrhée. À côté de notre maison, je contemple de hautes herbes jaunes et des tiges isolées encore plus grandes. J'aime cette vision. Je m'en rapproche. Mais ce sont d'immenses gombos secs. Certaines gousses atteignent plus de 15 cm. J'en mange depuis mon enfance en Tunisie, mais je n'en avais jamais vu dans la nature. Si, sur la berge du Niger en amont de Bamako, mais les plants étaient bas, alors que ceux-ci atteignent 3 mètres de haut. Certains sont verts et leurs formes diverses. À 9h, Yaya qui s'est levé vers 5h du matin nous sert le petit déjeuner sur la terrasse, Nescafé, tartines de pain, margarine, miel local, une banane. Il nous raconte les fois où il a dû ramener les volontaires à Yaoundé par la route. Maintenant, elle est presque complètement goudronnée à part un tronçon de 20 km. Air frais agréable. Je remets le jean et des chaussures de ville, plus appropriés à une situation de travail et plus respectueux qu'un bermuda et des tongs ou des chaussures de randonnée pour rencontrer le chef. Nous montons dans le 4x4 et reprenons la route vers le sud. J'aime la brousse ainsi, et c'est confortable dans un véhicule individuel. Décidément, je préfère les grands espaces et la nature aux villes. Et mon voyage favori est de pouvoir circuler librement, aller et venir, m'arrêter et repartir. Nous passons devant l'entrée du par 7, atteignons Gamba. Comme le chef de village est au champ, nous allons l'attendre à la Maison Blanche. En chemin, je remarque un petit baobab sans feuilles mais plein de fruits et de grands papayers. Quelques dizaines de mètres plus loin, nous atteignons une maison dont l'un des murs est chaulé de blanc d'où son nom. Nous pénétrons dans la concession où se dresse une paillote. Nous nous penchons pour prendre place en dessous. Des bancs de bois, des tables couvertes de toiles cirées représentant des bières Guinness, des chaises en plastique sur le dossier desquelles sont formés les mots God bless you. Nous buvons du coca en lisant les documents de l'ONG que j'ai amenés. Yaya a divorcé de sa femme avec laquelle il a eu 2 enfants. Ils vivent avec sa sœur, veuve et mère de 2 enfants. D'après ce que je comprends, les 4 enfants sont à sa charge et sa sœur s'en occupe. Certains sont à Yaoundé, d'autres dans le nord. Une adolescente avec un bébé est assise sur le sol. Elle me semble très jeune pour être déjà mère. Je lui donne entre 14 et 16 ans. Elle l'installe dans un carton d'huile de table Diamaor. C'est amusant. Je me revois enfant avec ma sœur, à Tunis, assis dans une bassine jaune au fond rougi par les bains de henné. Notre boisson finie, nous allons sous l'arbre sur la place centrale retrouver le chef du village en boubou de basin bleu et toque.
Il est accompagné d'un homme plus âgé et plus mince. Nous nous serrons la main et échangeons des salutations avant de nous asseoir. Claudio explique l'enquête. C'est intéressant et j'aimerais intervenir, mais je suis content que Claudio mène la discussion parce que sur le moment je ne saurais pas comment organiser et doser mes propos. Le chef habite à côté. Le conseil est composé de 13 chefs de quartier en plus de lui. Claudio tente en vain de téléphoner à Saleh, l'ex-conservateur du parc, arrivé de France ce matin à Yaoundé. Il doit prendre le train ce soir et voudrait que nous nous rencontrions avec les anciens demain ici à 10 heures. Cela me rappelle les discussions à Kati avec la famille Dembélé. Notre entretien est bref. Claudio nous ramène à la Maison Blanche pour nous désaltérer, là où il avait l'habitude d'aller l'an dernier avec les autres volontaires. En buvant un soda, nous évoquons les relations entre les volontaires. Lors de ma première mission au Zimbabwe, je m'entendais bien avec les volontaires, dis-je. La deuxième fois, j'appréciais encore plus le groupe de 6 au début. Mais ensuite, il s'est scindé en 2 ou 3 groupes qui ne s'entendaient pas à cause de certains développements. Et finalement, j'ai gardé le contact avec ceux de la première mission mais pas ceux de la deuxième, à part un garçon avec qui je m'entendais bien. Apparemment nous nous entendons, me répondent-ils. J'espère que nous allons rester en bons termes. Il n'y a pas de raison que notre relation se dégrade. Nous repartons à midi. Yaya nous amène à la maison d'Abdoulaye, l'adjoint de Saleh, située dans le village. C'est ici que Yaya était passé, avant de nous déposer à l'entrée du parc en 2011. Et ici aussi que Claudio logeait l'an dernier, lorsqu'il enquêtait dans ce quartier du village. Cette concession est quand même en dur et plus grande que d'autres, reflet du statut d'Abdoulaye. Comme il est absent, nous repartons aussitôt. Sur la route, nous remarquons que quelques feux de brousse sont pris depuis ce matin. Claudio nous parle des enquêtes. Et Yaya nous raconte comment il était allé à N'Djamena chercher une 50aine de Chinois pour les amener à Ouaza, à l'abri des combats tchadiens vers 2008 à 2010. À peine arrivé à Sakdje, je remets mon bermuda léger et mes tongs en raison de la chaleur. Nous discutons puis je lis. Pour notre repas, c'est encore du bœuf à la sauce tomate avec des pâtes. Il manque du parmesan, remarque Claudio. J'étais en Italie pour Erasmus, et on trouvait seulement du fromage à pâte dure, dit Laetitia. J'ai mangé du fromage maison en Roumanie, avec la Mamalayuta, dis-je malicieusement à l'intention de Claudio. Ah, la Mamalayuta, reprend Claudio en souriant. Tu vas me redonner envie. Et il évoque son pays d'origine. Je suis parti pour avancer, et aussi pour prendre de la distance avec le milieu familial, un environnement religieux trop strict. J'imagine des orthodoxes pratiquants comme j'ai pu en voir beaucoup en Roumanie. Je suis d'abord allé en Hongrie où j'ai passé 3 ans, puis en France. Je sais que les Hongrois considèrent toujours la Transylvanie comme hongroise, et ont souvent un préjugé négatif sur les Roumains, aussi je lui demande. Comment c'était en Hongrie ? Je parle hongrois donc ça allait. A-t-il pensé que ma question posait sur la langue, et non sur les tensions entre les deux nationalités ? Ou est-ce une manière indirecte de me dire qu'il n'a pas été inquiété, étant magyarophone ? Ma mère est hongroise de Roumanie, et mon père roumain. Ça explique. Je n'y avais pas pensé car son nom est à consonance roumaine. J'hésite à le taquiner en hongrois, car cela fait des années que je n'ai plus l'occasion de pratiquer cette langue. S'il me répond, je risque de ne pas comprendre. Je préfère lui révéler plus tard que je l'ai étudié pendant 3 ans. As-tu eu des facilités comme hongrois de Roumanie ? Non. Il m'interroge sur mes voyages, puis Laetitia sur mon poste de trésorier de l'ONG. Je leur explique les problématiques de l'association. Claudio aimerait faire du volontariat international, pendant 1 an au minimum. La pastèque rafraîchissante est la bienvenue. J'ai mal à la tête et à la nuque. Est-ce dû à la fatigue, à une insolation ? Je vais donc m'allonger sous la moustiquaire. Je m'assoupis un peu, pense à mon ami. Je dois profiter de ces temps d'attente pour rédiger, donc je finis par sortir mon ordinateur pour taper cette journée. Puis je sors sur la terrasse pour continuer de taper la journée d'hier. En me voyant, Laetitia lance. Moi aussi je rédige un journal.
Les enfants se sont remis à répéter musique et chant, pour Noël apparemment. Debout devant la maison, je discute avec Claudiou. Son poste actuel est intéressant, mais il ne correspond pas à ses convictions. Il a préparé le concours d'entrée à la formation Bioforce cette année, mais il n'a pas été retenu. Avec 300 candidats pour 30 places, cette formation est très prisée. Il voudrait venir travailler sur le terrain en Afrique, au Cameroun par exemple puisqu'il s'y plaît, pendant 1 an minimum voire plus pour suivre l'évolution des projets. Il avait d'ailleurs postulé pour le poste de coordinateur terrain de l'ONG, au Cameroun. Je me douche. La nuit tombe vers 18h. Encore du bœuf sauce tomate avec des plantains suivis d'ananas. Nous observons sur le mur du salon des araignées verdâtres plates au corps assez large et velu, comme une variété de mygales. Yaya en écrase mais d'autres apparaissent. Nous jouons à un jeu de cartes appelé Président, du nom donné au gagnant, le perdant étant affublé du sobriquet de trou du cul. Yaya gagne souvent et ça l'amuse. Nuit étoilée. Je me couche vers 23h couvert par le plaid de la rame. J'ai froid malgré la chaleur, car la température nocturne est plus fraîche, et peut-être à cause d'un embarras gastrique. J'enfile donc la polaire. Ça me réchauffe et je me sens mieux. Mais j'ai encore froid aux pieds, et je me lève à 1h30 pour mettre des chaussettes. Puis je rentre dans le drap en soie, mais j'ai encore froid aux mains. Pourtant je ne sens pas de fièvre au front, même si je suis chaud. Je me réveille donc souvent. Au petit matin je n'ai plus froid, je peux me découvrir et dormir mieux. Je me lève vers 7h30. Diarrhée. Petit déjeuner. Le train de Salé a du retard donc nous n'allons pas à Gamba pour 10h comme fixé hier. Je lis l'intéressant rapport d'enquête effectué à Dogba en novembre 2008 par Françoise et Sonia que je connais. Yaya nous explique les pratiques des animistes. Nous prenons le 4x4 et arrivons à Gamba à midi. C'est jour de marché. Nous retrouvons le chef de village Mayo Dijiwa sous l'arbre, sur la place centrale. Saleh arrive de Ngaoundéré. Je le félicite pour la soutenance de sa thèse. Je serais bien allé à l'université du Mans y assister mardi dernier, mais je ne pouvais pas m'absenter du travail. Il m'avait parlé de son sujet, lié à la cogestion des ressources phoniques, lors de ma mission au parc en 2011. Il mène cette première réunion avec le chef de village et les anciens. Le président du comité de base du RPDC Moussa dit président, le maire, le président de l'association de jeunes Kinma Amadou Yaya Togam, 4 hommes et 2 jeunes. Je me consacre à la prise de notes. Nous commençons par leur demander l'histoire du village. À l'origine, il y avait 3 villages, Kotimanga, Gamba et Dogba, peuplés uniquement de Dourous et installés sur les versants est des monts Polis. Ils dépendaient du Lamida de Ngeder. Puis ils se sont déplacés le long de l'ancienne route allemande menant à Fort Lamy, N'Djamena, située dans la zone de chasse 5 ou zone d'intérêt cynégétique 5 d'après le plan d'aménagement du parc national de la Bénoué. Lorsque la route nationale 1 a été goudronnée en 1974, on a demandé à la population de quitter l'ancien emplacement pour s'approcher de cette nouvelle voie de circulation à une 30aine de kilomètres. L'ancien village s'est séparé en 3. Gamba, Kotimanga au sud et Dogba à 25 km au nord. Les chefs de ces 3 villages étaient issus de la même famille puisqu'ils étaient frères. Gamba signifie porter en Dourou pour « Vous ne porterez pas nos corps pour venir enterrer » ou « porter le fils par derrière ». Dogba est un mot issu du Dourou Dorongba. Il rappelle l'histoire de 3 frères ayant quitté leur village natal. L'aîné serait resté à Gamba, un deuxième à Kotimanga et un troisième à Dogba. Le frère aîné devait ramener le corps de ses frères décédés au village. Dorongba signifierait ramener le cadavre du frère dans son village natal. En 1976, une épidémie de rougeole a tué beaucoup d'enfants. Là-bas, on était seulement des Dourous. Les Dourous ont peu d'enfants, pourquoi ? Demande Saleh. Lui en a plus de 10, dit le président en désignant le maire. Oui, mais les tout pourris ont souvent 10 ou 12 enfants, reprend Saleh. Les chefs uniquement ont 5 femmes, précise le président. Les autres ont seulement 2 femmes qui donnent 4-5 enfants chacune. Son grand-père avait 27 femmes, dit-il en montrant le chef. Pourquoi de l'extérieur, on voit seulement Gamba, et c'est seulement à l'intérieur qu'on distingue les 3 villages ? Avant,
Tous venaient se réunir à Gamba depuis les autres villages, répond le président. Avant, le Lamido avait sa concession très loin de Gamba. Puis il a fait construire sa concession à Gamba, et il s'y est installé. Le Lamido de Rebouba? Il existe différents degrés de chefferie, précise Saleh à notre intention. Le Lamido correspond au premier degré. Quelles sont les installations de l'État? Il y a un lycée, un poste de gendarmerie, un centre d'état civil, un centre de santé, un centre de zootechnie, une école primaire, une maternelle, un poste forestier, un poste agricole, un poste des eaux et forêts, un détachement militaire, énumère le président. La gendarmerie n'est pas construite. Le lycée, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.